Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo pour vous présenter cette fois-ci les raisons de l'expansion coloniale de la France. Alors, il faut revenir un petit peu à l'origine de cette expansion coloniale. On est au début du 19e siècle et il y a, on va dire, quatre aspects à cette expansion coloniale. Le premier aspect, évidemment, c'est un aspect économique. On espère trouver dans les colonies, évidemment, des ressources qui font défaut aux métropoles, c'est-à-dire essentiellement des ressources minérales, des hydrocarbures, du diamant, de l'or, etc. Et c'est la raison aussi pour laquelle on va envoyer des missions scientifiques pour prospecter un petit peu la valeur de ces richesses. La deuxième raison, c'est une raison géopolitique. En effet, c'est le cas particulièrement en France, elle a un sentiment d'infériorité vis-à-vis de ses voisins européens. Souvenez-vous qu'après le congrès de Vienne, globalement, la France était en dehors de la Sainte Alliance, elle était dans le Conseil européen mais n'avait pas véritablement voix au chapitre. À partir du Second Empire, il y a un regain, on va dire, d'intérêt pour la France, qui apparaît comme de nouveau une grande puissance, mais après Sedan, après 1870, de nouveau, la France est une petite puissance dans le continent européen, à côté de l'Allemagne qui a pris une énorme ampleur, à côté de l'Italie dont l'unité la renforce, et surtout à côté du Royaume-Uni, dont, on va dire, le Commonwealth commence déjà à se mettre en place de manière très solide. La troisième raison, c'est une raison qu'on pourrait considérer idéologique. La France, qui est héritière des Lumières, héritière de la Révolution, estime qu'elle a un devoir civilisationnel. Elle doit aller éclairer les autres nations moins évoluées qu'elle pour lui apporter la démocratie, la culture, toutes les connaissances, l'hygiène, la science, tout ce qu'on peut imaginer. À cet intérêt civilisationnel vient se greffer, on va dire, un intérêt qui est un intérêt missionnaire. Même si la France est un État laïque, et la Troisième République, on l'a déjà vu dans le cours précédent, est un État très laïque, voire anticlérical, il va y avoir une collusion entre les intérêts des organismes missionnaires religieux, catholiques notamment, et l'entreprise coloniale. L'idée, évidemment, c'est de faire front commun pour pouvoir mettre en place, pour les uns, on va dire, le règne de la République, et pour les autres, le règne du Christ. Donc, on met de côté, on va dire, nos divisions et on agit de concert pour pouvoir explorer et coloniser d'autres terres. Enfin, la dernière raison, c'est une raison sociale. C'est ce qu'on avait vu notamment dans les chapitres précédents sur le Second Empire et sur la Troisième République. La question sociale n'a pas encore été tranchée en France. Il y a eu du paternalisme, il y a eu des initiatives qui ont été mises en place pour reconnaître l'existence de la classe ouvrière et faciliter dans une certaine façon le travail des classes les plus pauvres, mais il y a encore une pauvreté endémique en France qu'on n'arrive pas à juguler. Et on se dit que la colonisation, ça peut être un moyen d'envoyer sur ces grandes terres qui viennent s'ajouter au territoire métropolitain les populations les plus défavorisées. D'un côté, ça offre une opportunité à des populations pauvres de faire richesse dans les colonies. D'un autre côté, ça permet à la métropole d'avoir sur place des personnes qui vont être, entre guillemets, les chantres de la civilisation européenne et de la grandeur de la France. Donc, une fois qu'on a compris tout cela, on a la raison véritablement de l'expansion. Maintenant, il faut voir comment est-ce que concrètement on va mettre en place cette colonisation. Elle peut s'appuyer sur une supériorité technique. La deuxième moitié du 19e siècle, c'est la moitié de la révolution industrielle, une révolution du charbon, de l'acier, deux éléments qui, grâce à la navigation vapeur, grâce au chemin de fer, grâce également à certains progrès techniques, comme par exemple l'invention de la dynamite par Alfred Nobel, va permettre l'exploitation de très grandes surfaces, faire traverser des lignes ferroviaires d'un bout à l'autre du continent. Je vous renvoie d'ailleurs à ce propos à ce qu'on avait dit sur la crise de Fashoda. Bref, cette supériorité technique assure aux Européens une rapide conquête des terres qu'ils convoitent.
Autre moyen mis en place, évidemment, ce sont les moyens qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de lobby, des moyens financiers, des sociétés savantes comme des sociétés de géographie, des sociétés missionnaires, forment une sorte de parti colonial qui va subventionner l'initiative d'explorateurs aventureux et désireux, on va dire, de conquête. Ça va être le cas de Pierre Savorgnan de Brazza, par exemple, pour l'exploration du fleuve Congo. Ça va être le cas pour le cas de la Belgique, notamment de Henry Morton Stanley. Ça va être le cas de David Livingstone, etc. Tous ces explorateurs sont en fait subventionnés par des entreprises privées qui ici jouent le rôle un petit peu des institutions publiques. Donc, on a les moyens financiers, on a les moyens techniques, on a les raisons idéologiques. Il faut maintenant réussir à trouver un accord sur le plan politique. Alors, nous allons voir maintenant le versant politique de cette colonisation. Il n'y a pas de problème au départ, dans la mesure où les métropoles européennes ne connaissent qu'une toute petite partie, notamment du continent africain ou du continent asiatique, à l'intérieur desquels ils ont établi des comptoirs pour le commerce. Ces comptoirs commerciaux, si la plupart d'entre eux, en tout cas sur le continent africain, étaient liés à la traite négrière, avant 1848, après 1848, évidemment, ces comptoirs commerciaux visent simplement, on va dire, les échanges marchands de matières premières, puisque l'esclavage a été officiellement aboli. Et c'est sous couleur de cette abolition de l'esclavage que les Européens estiment en plus avoir un devoir d'ingérence à l'intérieur du continent africain, dans la mesure où l'Afrique continue de pratiquer l'esclavage. L'esclavage, c'était antérieur à la présence des Européens en Afrique, c'est-à-dire que les Européens commencent à pratiquer la traite de manière à peu près régulière à partir du XVe siècle, fin du XIVe, début du XVe siècle, jusqu'au XIXe siècle. Mais avant cela, dès le 7e siècle, il y avait la traite saharienne, et encore avant la traite saharienne, il y avait une traite interne au continent africain, d'une tribu à l'autre, où c'était monnaie courante de se réduire en esclavage. Puisqu'on a aboli l'esclavage, on a une raison de conquérir l'Afrique et de mettre un terme définitif à cette question de l'esclavage. Le premier pays qui va en faire les frais, entre guillemets, c'est l'Algérie, qui, jusqu'en 1830, pratiquait l'esclavagisme, puisqu'il y avait ce qu'on appelait la barbaresque, qui était en fait des raids d'esclavagistes d'Afrique du Nord, qui venaient réduire en esclavage des personnes d'Europe pour les revendre après sur les marchés sahariens. C'est l'une des raisons de la conquête de l'Algérie, d'abord par Charles X, puis Louis-Philippe va récupérer ça à son propre compte. Et puis, dans la foulée, il va y avoir des expéditions militaires visant à abolir la traite négrière de plus en profondeur à l'intérieur du continent africain. En 1884-1885, la conférence internationale qui se tient à Berlin a plusieurs objectifs. L'un de ces objectifs, c'est notamment de mettre un terme définitif à la question de la traite négrière à l'intérieur de l'Afrique. Une autre raison, c'est se partager, on va dire, le bassin du fleuve Congo, qui est immense, c'est une surface presque équivalente à l'Europe continentale. Et au départ, évidemment, l'objectif, c'est de créer une sorte de zone de libre-échange, de libre commerce pour l'ensemble des nations européennes. Parallèlement, on va dire un petit peu en sous-main, durant cette conférence de Berlin, il va y avoir en revanche des initiatives bilatérales entre la France et l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni et l'Italie, etc., pour le contrôle d'un certain nombre de régions en Afrique. Et c'est à partir de 1885 que se lance véritablement, de manière très rapide, l'entreprise coloniale. Les Français, depuis l'Afrique du Nord, depuis le Sénégal, depuis Djibouti, où ils sont présents, vont converger vers l'Afrique centrale. Les Portugais, qui sont présents en Angola, au Mozambique, vont tenter de, on va dire, converger l'un vers l'autre. Les Britanniques, qui sont présents en Égypte, en Afrique du Sud, vont également tenter ces jonctions-là. Et donc forcément, à chaque fois, si je prends l'exemple des Portugais, entre l'Angola et le Mozambique, eh bien, vous avez l'Afrique du Sud qui appartient aux Britanniques, et
il va y avoir un conflit autour du fleuve Zambèze qui va se faire au profit des Britanniques. Pour les Français et les Français veulent donc percer d'est en ouest le continent africain, les Anglais veulent percer du nord au sud le continent africain, et forcément il va y avoir un point de rencontre entre les deux, c'est la fameuse crise de Fashoda. En dehors de ces épisodes conflictuels, la colonisation de l'Afrique se passe de manière relativement pacifique au sein de l'Europe. En revanche, vous allez avoir sur place, évidemment, les peuples déjà formés, puisque au moment de la colonisation, il y a déjà des États formés en Afrique, des résistances face aux Européens. Ça va être le cas, si je prends la colonisation de l'empire colonial français d'Afrique, du peuple tout couleur qui est présent aujourd'hui, on dirait, au Burkina Faso. Ça va être le cas également donc, de l'empire Ashanti qui est présent au Bénin, etc. Il va y avoir des combats très très virulents face aux Européens qui sont considérés comme des envahisseurs. Quoi qu'il en soit, à l'aube du XXe siècle, toute l'Afrique, d'une part, mais également une large partie de l'Asie, est soumise aux métropoles européennes. La France, quant à elle, détient, on va dire, un bon tiers du continent africain et a une grande part également du continent asiatique avec la péninsule indo-chinoise qui aujourd'hui correspond en fait à plusieurs États, le Laos, le Cambodge et le Vietnam, lui-même alors divisé en 3 États, l'Annam, le Tonkin et la Cochinchine.